il suffit d'un mot, d'une phrase murmurée dans le dos, pour que le monde que vous avez bâti avec tant d'amour s'écroule, pierre par pierre, sous vos propres yeux, révélant un abîme que vous n'auriez jamais cru possible. Qu'est-ce qui vous tient quand le sol se dérobe, et que la personne qui vous promettait l'éternité devient l'architecte de votre propre ruine? Je m'appelle Jean. Pas Jean, avec un J français, mais Jean, comme mon père et le père de mon père, une sonorité un peu plus rocailleuse, venue d'ailleurs. J'avais 38 ans quand cette histoire a commencé à se tisser, non pas comme une douce tapisserie, mais comme un piège invisible. Je vivais dans une petite maison mitoyenne, une de ces constructions en série qui bordent les périphéries des grandes villes françaises, à une vingtaine de kilomètres de Lyon, dans un quartier tranquille où les pelouses étaient toujours bien tondues et les roses grimpantes semblaient rivaliser de beauté sur les clôtures. C'était un endroit sans âme particulière, mais que nous avions transformé, Élodie et moi, en notre havre de paix, notre promesse d'avenir. Je suis arrivé en France il y a de ça 15 ans, avec une valise pleine de rêves et un français balbutiant. Les mains calleuses de mon père m'avaient appris le travail de la terre, puis celui de la brique. Je n'avais pas peur de la peine. J'ai commencé comme manœuvre, puis j'ai appris le métier de maçon. Maintenant, j'étais chef d'équipe sur les chantiers, fier de chaque mur que je montais, de chaque fondation que je posais. C'était un travail honnête, qui sentait la poussière de ciment et la sueur, mais qui me permettait de rentrer le soir avec la satisfaction du devoir accompli et de subvenir aux besoins de mon foyer. Élodie, elle, travaillait dans une agence immobilière du coin. Elle avait 35 ans, des cheveux châtains qui scintillaient au soleil et un rire cristallin que j'aimais plus que tout au monde. Nous nous étions rencontrés un soir, dans un petit bar de quartier. Elle était d'une élégance simple, et son regard avait cette curiosité douce que l'on ne rencontre pas souvent. J'étais tombé amoureux de sa manière de transformer le quotidien en quelque chose de beau, de sa patience à écouter mon français hésitant, à deviner mes pensées derrière mes mots maladroits. Notre routine était celle de millions de couples. Le réveil à 6h30, l'odeur du café fort que je préparais, le léger frottement des robes d'Élodie alors qu'elle se préparait. Mes départs avant l'aube, souvent, quand les premières lueurs du jour peignaient le ciel d'un orange timide. Puis, le soir, le retour. Mes bottes salies que j'enlevais devant la porte, la douche pour évacuer la fatigue et la poussière. Et enfin, le repas qu'Élodie préparait souvent, ou que nous concoctions ensemble, chacun son tour. Un plat simple, mais toujours partagé avec des sourires, des discussions sur la journée, des projets pour le week-end. Les week-ends, nous aimions flâner au marché, choisir les légumes les plus frais, ou simplement nous promener main dans la main dans le parc, sans but, juste pour sentir le soleil sur notre peau. Nous n'avions pas d'enfants. C'était un sujet que nous abordions parfois, avec une tendresse un peu mélancolique. Nous en voulions, bien sûr, mais nous nous disions que le temps n'était pas encore venu, que nous attendions le bon moment, que notre petite maison était encore un peu juste. C'était une vie ordinaire, voyez-vous, une de celles qui ne font pas les gros titres, mais qui sont tissées de petites joies, de peurs discrètes, de la promesse tacite d'un avenir partagé. C'est la vie de beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? La vôtre peut-être, ou celle de votre voisin. Notre vie, notre petite bulle de bonheur précaire, était en fait posée sur un terrain qui n'était pas si stable que ça. Les difficultés financières, sans être écrasantes, étaient une toile de fond constante. Nous n'étions pas dans la misère, loin de là, mais chaque euro comptait. L'argent était ce filet invisible qui nous tenait à flot, mais qui menaçait aussi de se déchirer à la moindre aspérité. Nous rêvions d'agrandir la maison, d'un jardin plus grand pour Élodie et ses rosiers, de voyages que nous ne pouvions pas nous offrir. Mon salaire, complété par le sien, était suffisant pour vivre décemment, pour payer le crédit immobilier, les factures qui s'empilaient à la fin du mois, les quelques sorties au restaurant que nous nous autorisions comme des luxes rares. Mais l'épargne avançait à pas de tortue. Nous étions loin de la tranquillité que nous enviaient nos amis plus aisés. La société, cette grande machine que nous ne comprenions jamais tout à fait, mettait une pression silencieuse sur nos épaules. On voyait les réussites des autres sur les réseaux sociaux, les voitures neuves, les vacances au bout du monde. Élodie, surtout, était sensible à cela. Elle feuilletait les magazines de décoration, les catalogues de voyage, avec un soupir rêveur. Je la voyais parfois comparer notre modeste intérieur à ces images glacées, et une légère ride d'insatisfaction se creusait entre ses sourcils. Je lui disais que notre bonheur ne se mesurait pas à la taille de notre télévision ou au nombre de pays visités, mais à l'amour que nous partagions. Elle souriait, mais je sentais que mes mots, bien qu'honnêtes, ne dissipaient pas complètement cette ombre. Mes origines, ma manière de parler français, jouaient aussi un rôle.
bien que je sois capable de communiquer clairement pour mon travail, de diriger une équipe, j'avais toujours ce léger accent, cette hésitation parfois sur le mot juste, cette construction de phrases qui trahissait ma langue maternelle. C'était une sorte de voile, une légère brume qui enveloppait ma parole, me faisant paraître un peu moins fin, peut-être un peu moins apte à comprendre les nuances, les sous-entendus complexes d'une conversation purement française. Élodie était mon interprète parfois, ma protectrice devant le monde. Elle souriait quand je me trompais de mots, me corrigeait avec tendresse. Je n'y voyais que de l'amour, de l'attention. Mais ce voile, cette perception de ma maîtrise imparfaite de la langue, allait devenir la clé de ma propre prison. Est-ce que vous comprenez ce sentiment d'être un peu à part, de ne jamais être tout à fait chez soi-même après des années? C'était mon quotidien, mais avec Élodie, je me sentais enfin ancré. Au début, l'idée de perfectionner mon français n'était rien d'autre qu'un élan d'amour, un désir de me rapprocher d'elle, de son monde. Je voulais la surprendre, la charmer par une fluidité nouvelle, par des mots d'amour qui ne sonneraient plus tout à fait comme une traduction. J'avais commencé, en secret, à écouter la radio, à regarder des films français sans sous-titres, à lire des journaux. Chaque soir, après le repas, quand Élodie était plongée dans ses émissions de télévision ou qu'elle discutait au téléphone avec sa mère, je me retirais dans notre petit bureau, prétextant des calculs pour le chantier, et je dévorais des livres de grammaire, des listes de vocabulaire. C'était un défi silencieux, une quête personnelle qui me remplissait d'une douce excitation. Je me voyais déjà lui réciter un poème, lui écrire une lettre sans la moindre faute. Ces heures solitaires étaient mes petits moments volés, mes trésors cachés. Puis, subtilement, insidieusement, quelque chose a commencé à changer. Comme une minuscule fissure dans un mur que l'on pensait inébranlable. Ce n'était rien de tangible au début, rien que l'on puisse pointer du doigt. Juste des sensations, des dissonances dans la mélodie de notre quotidien. Élodie est devenue plus distante. Pas froide, non. Mais comme si un léger rideau s'était tiré entre nous. Elle passait plus de temps au téléphone, ses conversations devenant plus discrètes. Avant, elle me racontait tout. Maintenant, elle allait dans la cuisine, ou dans la chambre, et sa voix devenait un murmure que le bruit de la télévision masquait à peine. Je l'entendais rire, parfois, d'un rire qui ne m'était pas destiné. Ou elle parlait d'une voix basse, presque complice. Je mettais ça sur le compte du stress au travail, des soucis qu'elle ne voulait pas me faire partager. C'est ce que l'on fait quand on aime, n'est-ce pas? On cherche des excuses, on minimise, on refuse de voir ce qui dérange. Les premiers signaux d'alerte furent des chuchotements. Des bribes de conversation que je n'étais pas censé comprendre. Parce que mon français s'améliorait, pas à pas, mot après mot. Les murs de ma compréhension s'élargissaient, et des sons qui n'étaient autrefois que du bruit devenaient des mots, des phrases. Un soir, alors qu'elle parlait avec une amie, Chloé, au téléphone dans la cuisine, j'étais dans le salon. Je venais de poser ma tasse de thé, l'oreille tendue, mais pas intentionnellement. J'ai entendu le mot argent. Et demain. C'était comme une piqûre d'épingle. Insignifiante, mais réelle. Je me suis dit que c'était le travail, une vente à finaliser pour l'agence. Rien de grave. Mais l'aiguille de mon horloge interne, celle qui bat au rythme de l'intuition, avait fait un tout petit saut. Un autre jour, Élodie a acheté un nouveau sac à main. Un beau sac en cuir, qu'elle m'a montré avec un sourire un peu trop éclatant. Une bonne affaire, m'a-t-elle dit. En solde. Mais je savais ce que valait ce genre de sac. L'argent était serré, nous en parlions toujours. Et là, ce sac, sans aucune discussion préalable. J'ai souri, j'ai dit qu'il était magnifique. Mais une petite voix en moi me disait que quelque chose clochait. Pourquoi cette dissimulation, cette petite entorse à nos habitudes d'économie? Les métaphores de l'eau claire qui devient trouble commençaient à prendre forme dans mon esprit, mais je les repoussais. Je ne voulais pas y croire. Puis il y a eu ces moments où je rentrais plus tôt du chantier, à cause d'une météo capricieuse ou d'une livraison annulée. Je la trouvais PA. Errait au téléphone, la voix basse. Et dès qu'elle m'entendait, elle raccrochait brusquement, ou changeait de sujet avec une hâte un peu trop visible. Oh, c'était Chloé, on parlait de rien de spécial, juste des potins, me disait-elle avec un sourire forcé. Un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. J'étais peut-être un peu lent à la compréhension des mots français, mais je n'étais pas aveugle à la tension qui raidissait ses épaules, à la manière dont son regard fuyait le mien. Ces petites décisions, ces légers signaux d'alerte, je les ignorais encore,
je les balayais d'un revers de main, persuadé que mon amour pour elle était un bouclier contre toute forme de noirceur. C'était la peur de ce qui se cachait derrière ces murs qui me poussait à les ignorer. Connais-tu ce sentiment où l'on préfère l'ignorance à la vérité, parce que l'ignorance, au moins, préserve l'espoir? Mon apprentissage du français, d'abord un jeu romantique, s'est transformé en une quête. Une quête de la vérité, peu importe son amertume. Chaque nouveau mot que j'apprenais, chaque règle de grammaire que je maîtrisais, n'était plus une flèche de Cupidon, mais un outil, une petite clé pour ouvrir la porte de son monde secret. Je me sentais comme un détective de ma propre vie, écoutant, observant, sans jamais laisser paraître la moindre compréhension. Je m'exprimais toujours avec mon accent, mes hésitations, cultivant cette image de l'étranger un peu naïf, un peu lent à la compréhension. C'était devenu un jeu cruel, où je collectais des fragments de phrases, des intonations, des silences, et où je les assemblais dans l'obscurité de mon esprit. C'était une torture lente, un poison qui se répandait dans mes veines. Le doute était une petite bête insidieuse qui rongeait mon cœur, et je savais, au fond de moi, que ce que je découvrais allait changer notre vie, ma vie, à jamais. Les murs de confiance que j'avais bâtis avec elle, brique après brique, commençaient à trembler sous le poids des secrets. Et je sentais, avec une angoisse grandissante, que je n'allais pas tarder à les voir s'effondrer. Il y a des silences plus lourds que tous les bruits du monde, des silences où chaque mot, même s'il n'est pas prononcé par vous, résonne comme un coup de marteau dans la poitrine. C'est dans ces silences que j'ai commencé à vivre, enveloppé dans une carapace de mutisme forcé, tandis que le monde autour de moi continuait de parler, ignorant que j'entendais tout. Mon français, que j'avais poli dans l'ombre, était devenu une arme à double tranchant. Chaque nouvelle expression maîtrisée, chaque tournure de phrase comprise, m'apportait une clarté douloureuse, une vérité que je n'avais jamais voulu connaître. Je me souviens des premiers jours, où mon apprentissage était encore teinté d'innocence, un projet secret pour Élodie, une manière de me fondre plus profondément dans notre vie. Mais très vite, la grammaire et le vocabulaire se sont transformés en les pièces d'un puzzle macabre. Ces conversations, d'abord des bribes, des murmures attrapés au vol, sont devenus des discours clairs, des échanges directs avec Chloé, son amie. Elle parlait devant moi, avec une désinvolture qui, au début, me glaçait le sang, puis m'emplissait d'une rage sourde. J'étais là, assis à la table de la cuisine, un journal étalé devant moi, mes yeux parcourant des lignes que je ne voyais pas vraiment, mon esprit une éponge absorbant chaque mot, chaque intonation. Mon accent étranger, ma capacité prétendument limitée à saisir les subtilités de la langue française, était devenu mon bouclier, le voile derrière lequel je me cachais pour observer ma propre destruction. Que auriez-vous fait, à ma place? Auriez-vous brisé le silence, démasqué leur supercherie dès les premières insinuations? J'ai souvent repensé à ces moments, ces carrefours invisibles où j'aurais pu choisir une autre voie. Mais une force étrange me retenait, une pulsion de savoir, de comprendre l'étendue de la trahison avant de l'affronter. Je voulais chaque détail, chaque fragment de leur plan, pour qu'il n'y ait aucune place au doute, aucune échappatoire possible. C'était une descente aux enfers lucides, une torture auto-infligée, où je me forçais à écouter la mélodie macabre de ma propre ruine. Un après-midi, Élodie et Chloé étaient assises dans le salon. Le soleil d'automne filtrait à travers les rideaux, peignant des motifs changeants sur le tapis. Je prétendais regarder un match de football à la télévision, mon regard rivé sur l'écran, mais mes oreilles tendues, mes nerfs à vif. Elle parlait de « l'argent », encore et toujours, ce mot qui était devenu un refrain obsédant dans mes pensées. Cette fois, Chloé, avec sa voix aigrelette et sa façon de rire qui m'a toujours dérangé, a demandé « Et les sous, Élodie ? Tu es sûre qu'il ne verra rien ?» Élodie a répondu, avec un petit rire condescendant qui m'a fait froid dans le dos, « Lui ? Mais non, il ne comprend jamais rien quand on parle trop vite qu'on utilise des expressions. Il est trop concentré sur son russe, tu sais. Et puis, il est tellement crédule. Il pense que je suis folle amoureuse. » J'ai senti mon corps se tendre, mes mains se serrer en poing. La crédule, c'était moi. Le naïf, c'était moi. Chaque syllabe résonnait comme un coup de bâton sur ma peau. Je me suis forcé à relâcher ma mâchoire, à respirer lentement, à maintenir cette expression d'ennui léger que j'avais soigneusement travaillée. Elles ont ensuite commencé à discuter des détails logistiques. Chloé a suggéré, le plus simple, c'est de prendre une partie par virement, histoire de ne pas tout retirer en liquide d'un coup. Ça ferait trop de traces. Élodie a acquiescé, oui, j'y ai pensé. La petite somme qu'on a mise de côté pour les vacances, je la transfère sur mon compte perso.
Il ne s'en rendra pas compte avant des semaines, si jamais il y pense. Et l'argent que j'ai caché sous le matelas, celui qu'on devait utiliser pour les travaux de la salle de bain. Un frisson glacial m'a parcouru. La salle de bain. J'avais imaginé des faïences claires, une douche à l'italienne, des rires partagés devant les catalogues de salles de bain. Cet argent-là, le fruit de mes heures supplémentaires, de mes économies chèrement gagnées, celui que je voyais comme la fondation d'un avenir meilleur pour nous, elle le prenait. C'était une poignardée dans le dos, mais avec une précision chirurgicale, une froideur clinique. Mon cœur saignait, mais je ne pouvais rien laisser paraître, pas un muscle de mon visage ne devait trahir la tempête qui faisait rage à l'intérieur. Connaissez-vous ce sentiment d'être un fantôme dans votre propre vie, de voir votre existence se dérober sous vos pieds sans pouvoir réagir? C'est une impuissance qui ronge l'âme. Les conversations se sont intensifiées au fil des jours. Elles ne se cachaient même plus, presque. Un soir, après le dîner, Élodie était au téléphone avec Chloé. Je lavais la vaisselle, l'eau chaude coulant sur mes mains, la mousse cachant mes tremblements. Je pouvais l'entendre, sa voix douce et enjôleuse, comme elle savait si bien la prendre quand elle voulait quelque chose. « Non, non, il dort déjà » a-t-elle dit, et j'ai failli faire tomber une assiette. Je n'étais pas endormi, je nettoyais le désordre qu'elle allait bientôt laisser derrière elle. Oui, demain matin. Le train de 8h47. Il est parfait, il arrive en plein milieu de sa journée de travail. Il n'y verra que du feu. Le train de 8h47. Demain matin. Un calendrier invisible s'est imprimé dans mon esprit, les dates se sont alignées comme des dominos qui allaient bientôt chuter. C'était donc ça. Elle avait planifié, elle avait choisi le moment le plus sûr pour elle, le plus cruel pour moi. Mon monde s'est fissuré encore un peu plus. J'ai visualisé la gare, les passagers pressés, la silhouette d'Élodie s'éloignant, emportant avec elle non seulement l'argent, mais aussi tous nos souvenirs, toutes nos promesses, toutes les petites joies que nous avions construites ensemble. C'était comme si un architecte dément était en train de dessiner les plans de ma propre prison. Le lieu de leur rendez-vous pour la fuite était un hôtel près de la gare, un détail que Chloé avait évoqué avec une légèreté ahurissante. « Tu as réservé l'hôtel Élysée, n'est-ce pas? Juste pour la nuit, avant de prendre le vol pour Lisbonne ?» Lisbonne. Mon Dieu. Élodie avait toujours rêvé de Lisbonne. Nous avions même regardé des documentaires, rêvé de nos balades dans les rues escarpées, des pastéis de nata que nous allions goûter. Mais ce rêve, notre rêve, était devenu le sien seul, et il était financé par la destruction de notre vie. Chaque conversation, chaque mot échangé entre elles, était une pièce de cette machine infernale qui s'activait, un rouage qui tournait, m'entraînant inéluctablement vers un abîme que je ne pouvais qu'observer. Un soir, elles étaient là, devant moi, un verre de vin à la main, dans une conversation qui s'étirait, semblant sans fin. Le parfum enivrant du vin se mêlait à l'odeur âcre de la trahison. Élodie, avec une pointe d'excitation à peine dissimulée dans la voix, a dit « Je prends l'argent, je te dis, et je pars demain. Je laisserai un petit mot, tu sais, pour la forme. Juste un truc bateau, sur la liberté, sur le fait qu'il ne me comprenait pas, un mot. Un mot pour effacer des années. Un mot pour justifier l'injustifiable. C'était d'une cruauté que je n'aurais jamais cru possible. C'était une insulte à notre histoire, à tous les sacrifices que j'avais faits. Et tout cela pour, la forme, pour qu'elle puisse se donner bonne conscience. Je me suis forcé à bâiller, à me lever lourdement, comme un ours mal réveillé. J'ai prononcé quelques mots en français approximatif, fatigué, moi. Trop de travail aujourd'hui. Je les ai vus échanger un regard amusé, presque attendri, par ma naïveté. Ce regard était pire que n'importe quelle insulte. Il me confirmait qu'elle me voyait. Comme un simplet, un étranger incapable de décrypter leur manigance. Ce n'était pas seulement ma femme qui me trahissait, c'était aussi son ami, complice, ricanant derrière mon dos, confortant Élodie dans l'idée que j'étais aveugle et sourd. La tension montait, jour après jour. Mes nuits étaient courtes, hantées par les scénarios les plus sombres. Je me réveillais en sueur, les mots d'Élodie et Chloé tourbillonnant dans ma tête. L'odeur de la trahison était partout, dans chaque recoin de la maison, dans le parfum d'Élodie, dans le goût du café le matin. Je la sentais dans la façon dont elle me regardait, un mélange d'une fausse tendresse et d'une impatiente froideur. Elle était déjà partie, en fait, bien avant le train de 8h47. Elle n'était plus là, et cela, je le comprenais mieux que quiconque. Connaissez-vous ce sentiment où votre corps est là,
mais votre esprit est déjà ailleurs, préparant la bataille, échafaudant la riposte? J'étais dans cet état. Je continuais ma routine, allant au travail, souriant à mes collègues, parlant de la pluie et du beau temps, mais à l'intérieur, une horloge tournait, chaque tic-tac me rapprochant du moment où tout exploserait. Je visualisais la scène à venir, la confrontation, les mots que je prononcerais. J'imaginais son visage, la surprise, la honte, la colère peut-être. Je ne savais pas ce que je ressentirais à cet instant précis, mais je savais que je devais être fort, que je devais rester digne. Je devais la laisser s'enfoncer, lui permettre de dévoiler l'étendue de sa cruauté, avant de la couper nette. Je me suis mis à observer chaque détail. La façon dont Élodie cachait son sac à main, le laissant toujours à portée de main, comme si elle était prête à partir à tout moment. Les conversations chuchotées au téléphone, les rendez-vous professionnels qui duraient plus longtemps que d'habitude. Chaque petit élément était une pièce du puzzle, un rouage supplémentaire dans la machinerie de leur complot. J'ai vu l'argent des économies du couple, celui qu'on gardait pour un apport sur une future maison, diminuer sur le compte commun. Je ne disais rien. Mon estomac se nouait, mais je ne disais rien. Il fallait que le plan aille jusqu'au bout, que la vérité éclate dans toute son obscénité. Un soir, alors que je dormais, sur le canapé, le volume de la télévision très bas, Élodie était au téléphone avec Chloé. Elle parlait à voix basse, mais le silence de la nuit portait ses mots jusqu'à moi, aussi clairs que des coups de tonnerre. Non, je ne lui dirai rien. Il le découvrira bien assez tôt. Il n'y a aucune raison de faire de vagues avant. Et l'argent, je le prendrai en cash, le reste, je le vire sur mon nouveau compte, celui que j'ai ouvert la semaine dernière. Mon nouveau compte. La semaine dernière. Elle avait tout planifié, chaque étape, chaque transaction. C'était une exécution froide, méthodique, de notre vie. Chaque mot était une balle tirée dans mon cœur, mais il fallait que j'encaisse, que je retienne mon souffle. Le silence que j'avais imposé était mon armure, ma stratégie. Je me suis mis à imaginer le scénario de son départ. Elle sortirait de la maison, l'air innocent, un petit sac de voyage à la main. Elle prendrait un taxi pour la gare, puis le train. Et moi, je serais là, à travailler, ignorant tout, jusqu'à ce que je rentre dans une maison vide, avec un mot sur la table, et des comptes bancaires à sec. C'était insoutenable. Mais ce n'était pas le scénario que j'allais laisser se produire. Le fait de connaître la date, l'heure, le lieu de son départ, la méthode de son vol, me donnait un pouvoir étrange. Un pouvoir acquis au prix d'une douleur indicible, d'une humiliation profonde. Ces semaines furent les plus longues de ma vie. Je marchais dans un brouillard, jouant mon rôle de mari insouciant, de travailleur acharné, tandis que mon esprit était en ébullition. Je me suis même surpris à sourire à Élodie, à lui demander comment s'était passée sa journée, à faire des projets pour le week-end, sachant pertinemment que ces projets ne se concrétiseraient jamais. C'était une performance d'acteur que je n'aurais jamais cru capable de livrer. Une performance pour laquelle le prix était mon cœur brisé. Je sentais mes nerfs tendus comme des cordes de violon, prêtes à se rompre au moindre faux pas. Mais la musique de cette trahison, cette mélodie amère, je devais l'écouter jusqu'à la dernière note, pour pouvoir ensuite la faire taire à jamais. C'était une souffrance nécessaire, une douleur acceptée, afin que la justice, ma justice, puisse s'exercer pleinement. Connaissez-vous ce poids écrasant de la connaissance, quand celle-ci vous libère mais vous anéantit en même temps? C'est un fardeau que je ne souhaiterais à personne. Le jour se leva comme n'importe quel autre jour, et pourtant, chaque rayon de soleil qui traversait les persiennes portait le poids d'une vérité que seule ma solitude connaissait. C'était le jour. Le grand jour, celui qu'elle avait planifié. Avec une minutie presque clinique, et que moi, je m'étais préparé à affronter avec une dignité que je ne savais pas posséder. J'avais dormi, ou plutôt je m'étais reposé, les yeux ouverts sur le plafond, chaque fibre de mon être en alerte, comme un animal traqué qui attend l'aube pour un duel inévitable. Connais-tu ce sentiment, cet instant suspendu où le monde entier se tait, et où seuls les battements de ton propre cœur résonnent comme un gong funeste? C'est ce que je ressentais. La tension était une corde de violon tendue à se rompre, vibrant dans l'air stagnant de notre chambre, celle que nous avions partagée pendant des années, celle qui allait devenir le théâtre de la fin. Je me suis levé le premier, comme d'habitude. Ma routine, cette encre dans la tempête, m'a tiré du lit. J'ai enfilé mes vêtements de travail, les mêmes que tous les matins, leur tissu rugueux contre ma peau. J'ai préparé le café, son arôme amer emplissant la cuisine, comme un présage.
Je pouvais l'entendre bouger dans la chambre, ce léger frôlement des draps, le bruit furtif de ses pas sur le parquet. Chaque son était une épingle que l'on plantait dans ma chair, chaque instant une éternité. Elle est apparue, son visage à peine masqué par un sourire forcé, ses yeux pétillants d'une excitation qu'elle essayait de dissimuler derrière une façade de lassitude matinale. Elle portait un chemisier qu'elle affectionnait, et je savais que c'était la tenue du voyage, celle qu'elle avait choisie pour sa fuite, pour son nouveau départ loin de moi, loin de nous. « Bonjour, Jean », dit-elle, sa voix sonnant étrangement faux, comme une fausse note dans une mélodie que j'avais si bien apprise. Je l'ai regardé, mon regard ancré dans le sien, cherchant une dernière fois un signe, un regret, une once de doute. Il n'y avait rien. Seulement la détermination froide de celle qui est sur le point de passer à l'acte. J'ai répondu d'un grognement, comme je le faisais souvent, mon accent forcé, ma compréhension prétendument limitée. C'était une danse macabre, une pièce de théâtre dont j'étais à la fois l'acteur principal et le spectateur déchiré. Chaque gorgée de café était un poison que j'avalais, chaque bouchée de pain une cendre. Elle a mangé rapidement, son attention divisée entre son assiette et la montre à son poignet. Elle était pressée, je le savais. Son train pour Lisbonne ne l'attendrait pas. J'ai vu le sac à main posé sur le dossier de sa chaise, celui qu'elle ne quittait jamais ces derniers temps, celui qui contenait l'accès à notre compte commun, l'argent, notre avenir, tout ce qui allait disparaître avec elle. Mon cœur s'est serré, un étau invisible compressant ma poitrine. La peur, la colère, la tristesse se mélangeaient dans un cocktail explosif, menaçant de me submerger. Mais je devais tenir bon. Je devais être cette statue de silence et d'ignorance qu'elle croyait que j'étais. Après le petit déjeuner, je me suis levé, et posé ma tasse dans l'évier, mon dos à elle. Je sentais son regard sur moi, à la fois soulagé et légèrement impatient. Elle pensait que j'allais partir travailler, comme tous les jours, la laissant libre de finaliser ses plans. C'est à cet instant que le silence est devenu assourdissant, un bourdonnement dans mes oreilles. La décision, mûrie dans les nuits sans sommeil, était là, palpable. C'était le moment. Le point de non-retour pour nous deux. J'ai respiré profondément, cette respiration qui précède les grands bouleversements, celle qui nourrit le courage quand tout le reste s'effondre. Je me suis retourné. Elle était debout, son sac à main déjà en bandoulière, sa main glissant vers la poignée de sa valise posée près de la porte d'entrée, une valise légère, mais pleine de nos espoirs bafoués. Elle s'apprêtait à me dire au revoir, sans un regard en arrière. C'était une scène d'une banalité glaçante, qui allait devenir l'un des souvenirs les plus vifs et les plus douloureux de mon existence. J'ai ouvert la bouche, et les mots, ces mots que j'avais répétés 1000 fois dans ma tête, sont sortis, clairs, distincts, sans aucune trace d'accent, dans un français si parfait qu'il en était coupant comme une lame. Bonjour Élodie. Les valises sont prêtes, le taxi attend. L'argent, par contre, reste ici. Le monde s'est arrêté. Son visage, pâle et tendu un instant plus tôt, s'est décomposé, ses yeux s'écarquillant dans un mélange d'incrédulité et d'horreur pure. C'était comme si j'avais transpercé le voile de son illusion avec un éclair de vérité. Elle a lâché la poignée de la valise, qui est tombée avec un bruit sourd sur le carrelage. Le sac à main, le maudit sac à main qu'elle tenait si précieusement, a glissé de son épaule pour pendre lourdement à son bras. Elle a balbutié, cherchant ses mots, cherchant un échappatoire, un mensonge pour colmater la brèche que je venais d'ouvrir. Jean? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Ah, l'ironie. Elle ne comprenait pas? Moi, qui avais tout compris, chaque mot, chaque int. Hension perfide, pendant des semaines. J'ai avancé vers elle, lentement, chaque pas une déclaration de ma nouvelle résolution. Le masque était tombé, et derrière, il n'y avait plus l'homme simple et naïf qu'elle avait connu, mais un homme brisé, oui, mais lucide, forgé par la trahison. Tu comprends parfaitement, Élodie. Ou devrais-je dire, tu comprends maintenant. Le train de 8h47 pour Lisbonne, n'est-ce pas? La petite somme d'argent retirée de notre compte commun pour ton nouveau départ, les virements discrets vers ce compte offshore, les discussions avec Chloé sur comment me laisser derrière sans un sou, sur comment tu méritais mieux qu'un homme qui ne parle pas ta langue et qui ne comprend rien. Tu penses que je n'ai rien entendu? Rien compris. Chaque mot était un coup de marteau, martelant sa conscience, écrasant ses illusions. Ses yeux ont erré autour de la pièce, cherchant une issue, un endroit où se cacher. La couleur a déserté son visage, laissant une toile de cire. Elle a essayé de reprendre le dessus, de reconstituer son personnage,
mais la panique la submergeait. Tu parles français? Mais, depuis quand? Sa question était dérisoire, ridicule même, face à l'ampleur de sa trahison. Elle se préoccupait de la date, pas du fait même. J'ai souri, un sourire triste et amer, qui ne touchait pas mes yeux. Assez longtemps pour comprendre que tu préparais ta fuite, Élodie. Assez longtemps pour comprendre que l'homme que tu pensais duper était en réalité l'homme qui t'aimait et te faisait confiance. Assez longtemps pour savoir exactement ce que tu comptais faire aujourd'hui. Je me suis approché de la porte. À côté d'elle, une autre valise se tenait prête. La sienne, celle que j'avais préparée moi-même pendant la nuit, pliant soigneusement ses quelques affaires. Je l'ai désignée du menton. Tes affaires sont dedans. Rien de valeur, juste le strict nécessaire. Tout ce qui a été acheté avec notre argent, tout ce que nous avons construit ensemble, reste ici. Y compris l'argent que tu espérais emporter. Elle a porté sa main à sa bouche, les larmes montant à ses yeux, non pas des larmes de remords, j'en suis certain, mais des larmes de rage et de déception. La rage d'avoir été démasquée, la déception de voir ses plans s'écrouler. Elle a tenté une dernière carte, une dernière manipulation. Mais Jean, je t'aime. C'est une erreur, Je l'ai coupé, ma voix ferme, sans appel. Non, Élodie. Tu n'as jamais aimé que l'argent, que l'image que tu te faisais de moi, ou plutôt de ce que je pouvais t'apporter. L'amour ne planifie pas la destruction de l'autre. L'amour ne vole pas. L'amour ne trahit pas. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air frais du matin a envahi le vestibule, balayant les relents de mensonges et de désillusions. Un taxi venait de s'arrêter devant notre maison, exactement à l'heure que j'avais indiquée par téléphone un peu plus tôt. Il était là, son moteur ronronnant doucement, prêt à emporter celle qui avait brisé mon monde. C'était le taxi qu'elle avait prévu, mais pour un tout autre voyage, pour une toute autre fin. Ton taxi est là, Élodie. Tu peux y aller. J'ai pointé sa valise. Prends cette valise. C'est tout ce qui te reste. L'argent est en sécurité. Notre maison est en sécurité. Ma dignité, elle, est retrouvée. Elle s'est penchée, a ramassé sa valise, les yeux embués de larmes, les joues rougies par la honte. Elle n'a pas osé me regarder une dernière fois. Elle a traversé le seuil, hésitante, puis a couru vers le taxi, jetant sa valise à l'intérieur avant de s'y engouffrer. Le véhicule a démarré, laissant derrière lui un silence assourdissant, un vide immense. C'est ainsi que ma femme est partie. En silence. En larmes de dépit. Me laissant seul dans ce qui était autrefois notre foyer, mais qui était devenu, en un instant, le sanctuaire de ma survie. Connais-tu ce silence qui suit un cri, ce vide après une explosion? C'est ce qui m'a enveloppé. Le tintement de la tasse que j'ai reposée sur le comptoir a résonné dans l'immense pièce, si vide soudainement. La lumière du soleil, si ordinaire quelques minutes auparavant, semblait désormais froide, implacable. Mon corps entier tremblait, une libération nerveuse après des semaines de tension insoutenable. Je me suis effondré sur une chaise, le regard perdu dans le jardin que j'avais tant aimé entretenir. Mes mains, si fortes au travail, me semblaient faibles, inutiles. Une vague de chagrin m'a submergé, un tsunami de douleur qui n'avait rien à voir avec l'amour perdu, mais avec la trahison de la confiance, l'anéantissement d'une illusion. Psychologiquement, j'étais en lambeaux. Comment pouvait-on reconstruire une vie quand les fondations mêmes de sa perception de l'amour et de l'autre étaient pulvérisées? J'étais un homme brisé, mais pas détruit. La colère montait en moi, une rage froide, contre elle, bien sûr, mais aussi contre moi-même. Pourquoi n'avais-je pas vu plus tôt? Pourquoi avais-je choisi d'ignorer les signaux, de me mentir à moi-même, de me draper dans l'aveuglement de l'amour? Chaque souvenir d'elle était une flèche, chaque rire partagé une brûlure. Le doute s'est installé, insidieux. Si elle avait pu faire ça, qui d'autre pouvait-il faire? Puis-je encore faire confiance? À qui? À moi-même? Socialement, le vide était aussi assourdissant. Comment expliquer à mes collègues son absence? Comment regarder mes voisins sans qu'ils ne lisent la tragédie dans mes yeux? Je savais qu'elle irait raconter sa version de l'histoire, se posant en victime d'un mari étrange et manipulateur. La pensée me tordait les entrailles. J'ai dû choisir le silence. Juste dire qu'elle était partie, sans donner de détails. La honte était un fardeau lourd, même si je savais que je n'étais pas le coupable. C'est une étrange chose que la trahison,
elle salit les deux camps. La réputation, comme une porcelaine fine, une fois brisée, garde toujours les marques de ses fissures, même recollées. Financièrement, c'était une victoire amère. J'avais sauvé l'argent, notre épargne de toute une vie de travail acharné. Le compte commun, vidé en partie par elle, mais dont j'avais réussi à geler la plus grande partie au dernier moment. La maison était sauve. Mais à quel prix? Celui de mon âme, presque. L'argent, cette chose si matérielle, si prosaïque, avait été le catalyseur de notre destruction. Et paradoxalement, c'est en le protégeant que j'avais pu retrouver une forme de contrôle sur mon destin. Mais la joie de la victoire était absente, remplacée par le goût amer de la survie. Familialement, le choc fut grand. Je n'avais pas d'enfant avec Élodie, et pour cela, je remercie le ciel chaque jour, car la complexité des choses aurait été démultipliée. Mais l'idée d'une famille, les projets que nous avions faits, les enfants que nous avions envisagés, tout cela s'était envolé avec elle. Mes parents, dans mon pays d'origine, ont été dévastés. Ils ne comprenaient pas. Pour eux, le mariage était sacré, éternel. Comment leur expliquer l'inexplicable, la perfidie délibérée? La culture, la langue, ces barrières qui m'avaient rendu vulnérable, devenaient aussi des remparts, me protégeant des jugements, mais m'isolant dans ma douleur. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard. Je me suis forcé à travailler, à mettre une brique après l'autre, un geste après l'autre. Le chantier est devenu mon refuge, l'effort physique ma thérapie. Chaque bloc de pierre posé était un poids que je pouvais contrôler, une réalité tangible, contrairement aux fantômes de mon passé. Je rentrais dans une maison vide, dans une solitude assourdissante. Je n'allumais plus la télévision, le silence était mon seul compagnon. Je marchais, des heures durant, dans les rues de ma ville, observant les couples heureux, les familles réunies, et me demandant ce que j'avais raté, où j'avais échoué. Connais-tu cette sensation d'être un étranger dans ta propre vie, de regarder le monde à travers une vitre, incapable de le toucher? La reconstruction fut lente, douloureuse, un pas en avant, deux en arrière. Le premier mois, j'étais un robot. Le deuxième, la colère a commencé à me dévorer. Le troisième, la tristesse est revenue en force, plus forte encore. Mais au fil des semaines, des mois, j'ai commencé à ramasser les morceaux. J'ai repeint le salon, déplacé les meubles. J'ai jeté ces affaires, une par une, symboliquement. Chaque objet était un petit deuil, une petite victoire. J'ai réappris à cuisiner pour une personne, à manger seul à la table, à regarder un film sans partager le plaid. J'ai recommencé à lire, à écouter de la musique, à me réapproprier mon espace, mon temps. J'ai réalisé que ma dignité n'était pas seulement d'avoir confronté Élodie, mais de survivre à sa trahison. De ne pas me laisser abattre. De ne pas devenir cette victime amère et revancharde qu'elle aurait voulu créer. La langue française, qui avait été l'instrument de ma découverte et de ma douleur, est devenue aussi celui de ma libération. Je parlais avec plus d'aisance, plus de confiance. Je n'avais plus besoin de me cacher. C'était une part de moi désormais, une preuve de ma capacité à évoluer, à apprendre, à me dépasser. La maîtrise d'une langue, cela représente bien plus que de simples mots, c'est une nouvelle perception du monde, une nouvelle identité que l'on s'offre. Avec le temps, j'ai commencé à réfléchir profondément sur la nature des choses. La vie, cette maîtresse capricieuse, nous jette parfois des épreuves qui semblent insurmontables. Les choix, les nôtres et ceux des autres, tissent une toile complexe dont on ne voit la forme qu'une fois qu'elle est achevée. La confiance, ce pilier fondamental de toute relation humaine, est aussi la chose la plus fragile. Une fois brisée, elle laisse une cicatrice, un rappel constant de sa vulnérabilité. Mais elle peut aussi renaître, non pas aveugle comme avant, mais plus sage, plus circonspecte. Les conséquences de la trahison sont un fleuve qui sait. Continue de couler, emportant avec lui des bribes de l'ancien moi, mais déposant aussi sur ses rives des galets polis par l'épreuve. J'ai appris la résilience, la force insoupçonnée qui sommeille en chacun de nous. J'ai appris que la solitude, si elle est d'abord un fardeau, peut aussi devenir une opportunité de se retrouver, de se reconstruire, de réapprendre à s'aimer. N'est-ce pas là le plus grand des défis, après tout? S'aimer soi-même, quand le monde extérieur nous renvoie une image déformée, quand ceux que l'on aime nous blessent? Cette histoire, celle que je viens de vous raconter, aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui. Il n'y a pas de prédisposition génétique à la trahison, pas de signe extérieur évident. Il suffit d'un instant, d'une décision, d'un chemin qui dévie, pour que tout bascule,
pour que le destin d'une vie prenne une tournure inattendue. Que l'on soit riche ou pauvre, d'ici ou d'ailleurs, les cœurs battent les mêmes rythmes, et peuvent être brisés de la même manière. La vulnérabilité est universelle, tout comme la capacité à se relever. Ma vie n'est pas parfaite aujourd'hui, la cicatrice est toujours là, mais elle ne saigne plus. Et je sais que je suis plus fort, plus entier, que je ne l'ai jamais été. Alors, si cette histoire a résonné en vous, si elle a touché une corde sensible, si elle vous a fait réfléchir à vos propres expériences, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Partagez votre propre histoire, vos propres réflexions. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits de vie, d'autres vérités que nous pouvons partager ensemble. Chaque témoignage est une lumière dans l'obscurité, un fil qui nous relie les uns aux autres. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.